Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de parler de nos travaux de recherche. Donc, on va parler avec Maya de l'hétérogénéité moléculaire du mésothéliome pleural malin. Je vais commencer un peu par décrire ce qu'est le mésothéliome, parce qu'en général, c'est une tumeur qui n'est pas trop décrite, enfin, qui n'est pas très connue du grand public, enfin, des chercheurs ni du grand public. En fait, c'est donc une tumeur qui vient en fait des cellules mésothéliales qui sont présentes dans le mésothélium. Et en fait, on retrouve principalement en fait, et là, donc on retrouve en fait des mésothéliums dans les différents mésothéliums de l'individu, mais le plus fréquent est en fait le mésothéliome pleural. Et malgré que ça soit le plus fréquent, en fait, ça reste quand même une tumeur rare, puisque c'est simplement 1000 cas en France par an. Ah, par contre, sur l'amiante, enfin, l'amiante est l'étiologie principale du mésothéliome. En fait, au niveau du grand public, il est beaucoup plus connu sous le nom de cancer de l'amiante. En fait, c'est d'ailleurs un cancer emblématique, un professionnel, parce que l'exposition à l'amiante est principalement en fait professionnelle. Une autre caractéristique du mésothéliome qui différencie un peu des autres tumeurs solides, parce que c'est une tumeur solide, c'est qu'il a un développement en fait leucoréginal diffus. C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment former un nodule, hein, comme simplement dans des rares cas, mais il va plutôt en fait se développer à l'intérieur de la cavité thoracique. Comme pour le pancréas qu'on a vu, je crois qu'il y a une compétition entre le mésothéliome et le pancréas pour savoir celui qui a le plus mauvais pronostic. Donc le mésothéliome, en fait, est vraiment un cancer qui a un très mauvais pronostic, avec une survie jusqu'à simplement de 8 à 14 mois, même si ça a peut-être un peu amélioré récemment. Pour différentes raisons. D'abord, il est diagnostiqué à un stage avancé, c'est une tumeur qui est très agressive, et en plus, il n'y a pas vraiment de modalité curative, quoi. Un autre truc que je pourrais rajouter aussi à ça, c'est que quand on regarde les gènes qui sont altérés avec les thérapies ciblées, etc., on n'a pas en fait de gènes mutés qui sont directement ciblables, puisque c'est principalement en fait des mutations de gènes suppresseurs de tumeurs. Alors jusqu'à longtemps, en fait, c'était la chimiothérapie basée cisplatine, basée sur un doublé cisplatine pemetrexed qui était utilisé pour soigner ce cancer. Et tout récemment, en fait, il y a eu des bons résultats, enfin des résultats prometteurs en fait en utilisant les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire. Et en fait, ça touche uniquement une partie des patients. Donc, il y a vraiment un besoin de développer de nouvelles thérapeutiques stratégiques et notamment en fait une médecine de précision pour le mésothéliome. Et pour ça, bien sûr, enfin, il faut prendre en compte en fait l'hétérogénéité à la fois moléculaire et biologique du mésothéliome, ce qui est en fait notre préoccupation majeure dans mon groupe. C'est pour ça, en fait, pour aborder cette thématique de l'hétérogénéité, forcément, il faut plusieurs tumeurs pour parler d'hétérogénéité. Donc, on a constitué à la fois des collections, en fait, de tumeurs congelées, mais également, en fait, ça peut notre particularité aussi de lignées primaires, en fait, de mésothélium qui ont tous été établis dans le laboratoire depuis plusieurs années. Donc, l'hétérogénéité donc intertumorale, donc entre patients, elle commence à être un peu mieux cernée au niveau du mésothéliome. Depuis très longtemps, on sait qu'il y a trois types histologiques majeurs. En fait, les épithélioïdes, où les cellules ressemblent plus à des cellules épithéliales, et l'opposé, plutôt le sarcomatoïde, où les cellules ressemblent plus à des fibroblastes. Et à côté de ça, on a le type biphasique, qui est juste un mélange, en fait, entre des cellules de type épithélioïde et cellules de type sarcomatoïde. Donc, depuis très longtemps, on sait qu'il y a une hétérogénéité non, à la fois intertumorale, interpatient, mais également intrapatient avec l'existence du type biphasique. Nous et d'autres, on a conduit pas mal d'analyses transcriptomiques. On a proposé en fait des classifications moléculaires de ce mésothéliome, allant en fait jusqu'à quatre groupes plutôt, moléculaires distincts. Et puis récemment, étant donné la caractéristique du mésothéliome reposant sur la présence de cellules épithélioïdes et de cellules sarcomatoïdes, on a défini en fait des gradients histomoléculaires en fait qui ne font que quantifier, qui quantifient le pourcentage en fait de cellules de type épithélioïde et le pourcentage de cellules de type sarcomatoïde. On a pu montrer que ça avait une valeur pronostique et ça pouvait aussi avoir, enfin, le fait de classer les tumeurs comme ça pouvait avoir une très forte valeur pronostique, plus que l'histologie, et pouvait en plus avoir un impact sur la prédiction du traitement. Tout récemment, il y a une étude dans laquelle j'ai participé, en fait, qui a pu montrer que c'était un peu plus compliqué que ça. En dehors, en fait, de la morphologie, donc ce qu'on avait décrit par notre E et S-score, il y avait d'autres paramètres d'hétérogénéité dans le patient qui pouvaient également avoir un impact sur la survie. C'était la ploïdie, notamment la présence de whole genome doubling dans la tumeur qui était très mauvais pronostic, mais également l'infiltration des tumeurs par les cellules de réponse immune adaptative, ainsi que la méthylation.
Euh, alors tout ça, principalement, la différence, on a pu montrer, mettre en évidence que entre les cellules de type sarcomatoïde et épithéloïde, il y a des forts liens avec l'épigénétique, avec des mécanismes épigénétiques sous-jacents. On a quand même pu montrer qu'il y a des types de mutations qui sont plus ou moins liées à chacun des sous-types. Ainsi, les cellules de type épithéloïde vont être enrichies en mutations dans les gènes suppresseurs de tumeur BAP1, qui est une déubiquitinase nucléaire, ainsi que 7D2, alors que par contre, les tumeurs sarcomatoïdes ont plus des mutations de type P53, l'AS2 et NF2, qui sont deux membres de la voie hypo. La voie hypo, c'est vraiment une voie cruciale, la voie de signalisation hypo, une voie cruciale dans le mésothéliome, et aussi la présence de terres promoteurs. Donc, ces mutations sont signes de mon pronostic et sont plus associées aux tumeurs de type sarcomatoïde. Alors, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est d'utiliser donc ces différents paramètres qui décrivent l'hétérogénéité, en fait, dans des échantillons tumoraux de patients, et c'est de voir si on pouvait, en faisant une étude pharmacogénomique, relier, en fait, ces caractéristiques qui avaient été décrites au niveau de l'hétérogénéité des tumeurs, et essayer de trouver, en fait, des molécules antitumorales qui pourraient, en fait, correspondre au phénotype moléculaire de chacune des tumeurs. Pour ça, on a profilé, en fait, au niveau multiomique, 58 de nos lignées. Sur une partie de ces lignées, on a fait en fait sur la plateforme de l'Institut Curie Biophénix, on a fait un large drug screening de 1327 composés. Et ensuite, on a sélectionné 18 composés qu'on a étendus à 48 lignées primaires de mésothéliome. Évidemment, tout ça a été fait en 2D. On connaît les problèmes, les limitations du modèle 2D. Donc, on a voulu valider d'abord, dans un premier temps, l'efficacité dans un modèle 3D qui ressemble plus quand même à la tumeur en termes de croissance ou en termes d'interaction cellule-cellule. Et enfin, on a été validé en collaboration avec l'équipe du docteur Riwald du centre médical Hadassah à Jérusalem, dans un modèle immunocompétent de souris pour pouvoir le coupler avec l'immunothérapie, certains de ces composés. Ce travail a été effectué par Jean-Baptiste Assier en thèse avec Clément, notre ingénieur d'études dans l'équipe. Donc là, juste pour vous montrer le paysage génétique en fait de la collection de lignées. Donc on a différentes lignées de différentes histologies présentes dans le mésothéliome, épithéloïde, biphasique et sarcomatoïde. On retrouve en fait, bon, je n'ai pas décrit avant les mutations, vous allez me croire sur parole, on retrouve les principaux gènes qui sont mutés dans le mésothéliome. Le seul biais qu'on a, c'est qu'on a un très fort enrichissement dans les mutations de type CDKN2A, sûrement dû à à la mise en culture. On sélectionne les cellules qui sont qui sont altérées plutôt pour ce gène qui code pour deux inhibiteurs du cycle cellulaire. Mais sinon, on retrouve en fait vraiment le profil typique mutationnel des mésotéliomes. On retrouve aussi du whole genome doubling en fait dans 30% dans nos lignées, ce qui est à peu près comparable à ce qui avait été décrit en fait au niveau des prélèvements tumoraux. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'altérations de gènes justement appartenant à la voie hypo. Comme je l'ai mentionné précédemment, jusqu'à 70% des tumeurs ont une altération d'au moins un gène de la voie hypo. Ensuite, on a voulu un peu voir regarder un peu l'hétérogénéité de notre collection. Pour ça, on a fait un clustering non supervisé, un clustering hiérarchique non supervisé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à diviser en fait nos tumeurs en 6 groupes. On retrouve les deux premiers groupes C1 et C2 qu'on avait décrits à l'origine, c'est-à-dire les tumeurs plutôt de type épithéloïde et plutôt de type sarcomatoïde. Ce qu'on mettait en avant ici, qui avait été moins décrit en littérature, c'est qu'on identifiait en fait un troisième groupe qu'on a ensuite divisé en deux, qui, en fait, qui était contrairement à ce que je vous ai dit avant, qui était caractérisé en fait par des mutations BAP1, mais dans un phénotype plutôt sarcomatoïde. En fait. C'est un peu ce qu'on mettait en avant dans cette clusterisation, c'est-à-dire identifier des mutants BAP1 qui sont pourtant engagés vers un phénotype sarcomatoïde. Euh, donc ça, évidemment, cette classification est très liée donc, à notre S-score, c'est-à-dire vraiment à la morphologie en fait, des cellules. C'est également lié en fait, à l'activité de la voie hypo que retrace le score IAPTAZ et aussi aux mutations PAPA. Par contre, quand on regarde le whole genome doubling ou la mutilation, le SIMP, le niveau de mutilation des isolos CPG, on voit que c'est des facteurs indépendants, comme ça avait été décrit dans les tumeurs, de la morphologie, parce que nos classifications sont très liées donc, à la morphologie. Bon, le TISNI, en fait, montre que la classification est un peu robuste. Donc ensuite, on a fait ce large screening au débit. Donc, j'ai pas le temps, donc je vais juste montrer les résultats du second screen, en fait. On a screené donc 18 composés sur 48 lignées en 2D. Et vous voyez qu'on arrive à identifier, en fait, 12 composés
qui est en fait une efficacité, si on regarde l'IC50, qui est supérieure au cisplatine pémétrexène, qui avait été pendant longtemps, avant l'avènement de la chimiothérapie, le traitement principal des mésothéliome. On est capable de mettre en évidence que la plupart de ces composés, alors ça c'est un peu bizarre, c'est que tous les composés en fait sont liés plutôt et sont plus actifs dans des cellules qui sont plutôt sarcomatoïdes, donc plus engagées vers un phénotype sarcomatoïde et qui en fait sont non mutées par BAPA. Donc, on a validé certains de ces composés en tous, enfin, les 12 composés, on a été vérifiés, en fait, s'ils étaient aussi actifs en 2D qu'en 3D. Et pour trois d'entre eux, l'antinostal, la fibastatine et l'auranofine, on voit qu'ils conservent, en fait, une, euh, une activité antitumorale similaire en culture 2D et en culture 3D. Et enfin, on a testé ces trois composés dans le modèle murin immunocompétent. Tout d'abord, donc, séparément, donc, sans immunothérapie. Et là, ce qu'on a pu montrer, c'est que l'antinostal, notamment, montrer une efficacité supérieure non seulement donc, aux cellules contrôle en rouge, mais une efficacité supérieure, antitumorale supérieure au traitement cisplatine pemetrexed. Et enfin, on a couplé, vu que l'antinostat vraiment performait vraiment bien dans ce modèle murin, on l'a couplé en fait avec des anti-PD1 et on est capable de montrer en fait que l'antinostat couplé à l'anti-PD1 a induit une meilleure réponse antitumorale que l'anti-PD1 tout seul ou l'antinostat tout seul. Et d'ailleurs, lorsqu'on réinjecte les souris en fait avec les cellules tumorales, elles sont devenues complètement immunisées, enfin les cellules survivantes. On les réinjecte on les re-challenge avec les cellules AB12, on induit plus de tumeurs, suggérant en fait qu'il y a une mise en place d'un système immunitaire qui est actif dans ce modèle. Donc là, c'est vraiment un des résultats qui était intéressant, c'est qu'on a envie de poursuivre un peu plus au niveau clinique que cette fois-ci l'antinostat. Donc là, c'était vraiment l'aspect hétérogénéité intertumorale. Je vais aussi parler donc d'hétérogénéité intratumorale. Dans le mésothéliome, vu que c'est une tumeur rare, on est toujours en retard par rapport aux deux autres types de tumeurs. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas d'études, par exemple, Sivalcel, qui ont été encore publiées chez l'homme dans le mésothéliome. D'ailleurs, c'est ce que va vous parler Maya juste après. Mais avant, on avait fait quelques études au niveau anatomique, l'hétérogénéité intratumorale, mais anatomique, je dis. Donc, c'est un développement, en fait, le corogénial diffus au niveau de la tumeur. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était prélever, en fait, différents patients à différents endroits de la cavité thoracique et par une analyse multiomique, regarder, en fait, si on voyait des différences au niveau moléculaire selon la localisation. Et en fait, cette étude elle nous a permis de montrer qu'en fait, en effet, on retrouve des différences. On retrouve des différences au niveau génétique avec des sous-clones. Bon, ça, c'est pas très étonnant. On retrouve des sous-clones dans toutes les tumeurs. Là, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve des populations sous-clonales dans 3 des 16 patients étudiés qui affectaient le gène NF2, qui est vraiment un gène qui a été décrit très longtemps comme étant un gène majeur de la carcinogènèse mésothéliale avec des modèles murins, etc. C'est tout ce qu'on dit depuis très longtemps que NF2 contribue à la carcinogènèse mésothéliale. Et c'était intéressant de montrer en fait que NF2 pouvait être sous-clonal dans les patients plutôt qu'il une mutation clonale. On a montré aussi en évidence des modifications au niveau épigénétique et transcriptomique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu aussi des modifications au niveau du micro-environnement. On a pris les paires de tumeurs des patients, on les a intégrés dans une série plus large de tumeurs de nos tumeurs à nous et disponibles dans les bases de données. Et on a en fait une clusterisation non pas sur l'ensemble des gènes comme pour les cellules tumorales que je vous ai montré, sur l'expression des gènes pour les cellules tumorales que je vous ai montré précédemment, mais en fait sur l'infiltration estimée par l'infiltration des cellules immunes. Et en fait, quand on fait ça en général, on voit qu'on clusterise en fait en clusterisant en fait sur la filtration, on sépare les tumeurs entre des tumeurs qui sont froides, donc très peu infiltrées, et des tumeurs qui sont chaudes, très fortement infiltrées. Et ce qui était intéressant, pour 3 patients, en fait, on voyait que les paires de tumeurs, une allait avec les tumeurs froides et l'autre avec les tumeurs chaudes. Donc forcément, ça peut avoir un impact par rapport à l'immunothérapie. Si on veut prédire l'immunothérapie, il faut vraiment en fait faire plusieurs prélèvements chez le patient pour savoir si on a affaire à une tumeur qui est chaude ou froide. Là, je laisse la parole à Maya pour l'hétérogénéité intratumorale. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de l'exploration de l'hétérogénéité dans le mésothélium pleural, mais à l'échelle de la cellule unique. Alors, donc Didier vous en a déjà parlé, mais du coup, il existe 3 grands types majeurs au niveau histologique, un type épithélioïde, un type sarcomatoïde et biphasique, qui est un mélange des deux. Et dans notre laboratoire, une méthode de déconvolution a été utilisée pour estimer la proportion de contingents de type épithélioïde E-score et la proportion de contingents du type sarcomatoïde S-score.
Et ça permet de prendre en compte l'hétérogénéité sous forme d'un continuum. Et ça a été fait sur des données de bulk RNA-seq. Et donc moi, la question que je me suis posée en thèse, c'est qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la cellule unique? En particulier, on a des échantillons qui étaient estimés avec comme pur E, avec un E-score de 1. Et la question, c'est à l'échelle de la cellule unique, est-ce qu'on a seulement des cellules pures épithélioïdes? Même chose pour les échantillons purs sarcomatoïdes. Et enfin, la majorité de nos échantillons ont été estimés comme mixtes, donc avec un E et un S-score variable. Et la question, c'est à l'échelle de la cellule unique, est-ce qu'on a un mélange de cellules pures E et de cellules pures S, ou bien est-ce qu'on a que des cellules dans un état intermédiaire, ou bien autre chose? Donc, pour essayer d'investiguer un peu cette question, j'ai utilisé deux modèles. J'ai fait d'abord du single cell RNA-seq sur notre collection de lignées cellulaires primaires, donc issues de tumeurs. Et j'ai fait du single nucleus RNA-seq sur notre collection de tumeurs congelées. Donc, je l'ai fait avec l'aide de Delphine Lecor et Sophie Muller-Richard dans le laboratoire de Pierre-Laurent Puig. Alors, je vous montre ici ma cohorte. Donc, vous voyez, je vais essayer de vous voyez que j'ai mes lignées cellulaires ici, mes tumeurs. Donc, j'ai des lignées pure S avec un S-score de 1 et un E-score de 0, des lignées pure E avec un E-score de 1 et un S-score de 0, et des lignées mixtes. Et je retrouve la même chose pour mes tumeurs. Alors, comme vous le savez, pour les lignées cellulaires, j'ai seulement des cellules tumorales. On est en 2D. Par contre, dans les tumeurs, j'ai les cellules tumorales et le microenvironnement. Donc, je vous montre juste un exemple d'une des UMAP que j'ai obtenues pour une tumeur. Et j'ai réussi à identifier les différents clusters et je me suis focalisée seulement sur les cellules tumorales pour la suite de ma présentation. Pour revenir au E et au S-score et pour définir un E et S-score à l'échelle de la cellule unique, j'ai dû définir une signature directement à partir du single cell. Donc, sans rentrer dans les détails, j'ai utilisé 50 marqueurs épithélioïdes et 50 marqueurs sarcomatoïdes. Donc ici, je vous montre l'expression moyenne des 50 marqueurs E et des 50 marqueurs S. Chaque point, c'est une cellule et c'est colorié en fonction de l'appartenance à l'échantillon. Donc ici, on a 4 échantillons qui avaient été prédits comme purs épithélioïdes. Et effectivement, on peut voir que ces échantillons sont composés de cellules pures épithélioïdes. Et j'ai retrouvé la même chose ici dans mes tumeurs avec 2 échantillons. Ensuite, je me suis intéressée à mes échantillons purs sarcomatoïdes et vous voyez que je retrouve la même chose avec, dans les lignées et dans les tumeurs, des échantillons qui sont composés de cellules pures sarcomatoïdes. Et enfin, je me suis intéressée à mes échantillons mixtes. Et là, ce que j'ai observé, c'est que pour mes lignées ici, je n'ai pas vu un mélange de cellules pures sarcomatoïdes et de cellules pures épithélioïdes, mais j'ai vraiment trouvé des cellules qui expriment les marqueurs de manière intermédiaire. Et j'ai retrouvé ce phénotype aussi de manière intéressante dans les tumeurs. Et enfin, j'ai observé un dernier phénotype avec ici des cellules qui expriment pas ou alors très faiblement les 2 marqueurs. Et j'ai retrouvé ça dans mes lignées et ce n'est pas un biais de la culture cellulaire car j'ai retrouvé ça dans mes tumeurs avec une tumeur vraiment pure. Donc j'ai appelé ça non engagé. Alors, donc rapidement, pour cette partie, j'ai du coup identifié à l'échelle de la cellule unique 4 phénotypes finalement, type pur E et pur S, mais aussi un type intermédiaire avec des cellules qui expriment les 2 types de marqueurs et des types non engagés avec des cellules qui expriment aucun de ces 2 types. Et de manière intéressante, ces phénotypes, on a, nous, dans notre modèle, dans notre collection de lignées cellulaires, on a la représentation de ces phénotypes. Alors pour la suite, je me suis intéressée à 4 tumeurs mixtes, donc je vous montre ici avec des E et des S-scores variables. Donc pour la première, j'ai observé qu'on avait une coexistence de différents phénotypes dans une tumeur, avec des cellules plus E et des cellules S. Donc c'est beaucoup plus visuel ici. Pour ces 3 tumeurs, on voit vraiment qu'on a des cellules intermédiaires et des cellules sarcomatoïdes à chaque fois au sein d'une tumeur. Donc ici, on a une évolution phénotypique dans chacune des tumeurs. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est lié à l'évolution clonale? Donc, pour investiguer ça, j'ai utilisé un outil qui s'appelle NumBat pour reconstruire l'évolution clonale de mes tumeurs. Donc ici, on a les chromosomes de 1 à 22 en haut, on a le log fold change et la BAF. Vous voyez ici qu'on a 1847 cellules qui ont un profil plat, pas de perte ou de gain de chromosomes. Et effectivement, ces cellules, elles correspondent à l'ensemble de mes cellules immunitaires sur la UMAP. Et ensuite, NumBat a identifié 3 sous-clones. Donc moi, j'ai pu reconstruire l'évolution clonale. On a des altérations communes partagées par l'ensemble des cellules et des altérations privées partagées par un sous-ensemble. Et ensuite, j'ai colorié chaque cellule en fonction de leur appartenance aux différents sous-clones. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'ici, mes cellules qui étaient plus sarcomatoïdes appartiennent à ce sous-clone ici rouge.
Ensuite, je vous montre exactement la même chose, mais c'est sous la forme d'un box-plot. Ici, on a l'expression moyenne des 50 marqueurs S. Et effectivement, on voit que l'ensemble des cellules qui appartiennent à ce sous-clone rouge ici sont plus sarcomatoïdes que les autres cellules. Ensuite, j'ai regardé pour la deuxième tumeur qui avait une évolution phénotypique. J'ai reconstruit son arbre et j'ai trouvé la même chose avec ici les cellules plus sarcomatoïdes qui appartiennent au sous-clone ici rouge. Et j'ai observé la même chose pour la troisième tumeur. Donc finalement, ici, on a une évolution phénotypique qui est liée à l'évolution clonale, avec un sous-clone privé pour les trois. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que le point commun entre ces trois sous-clones, c'était la perte du chromosome 13. Donc est-ce qu'il y a un lien entre la perte du chromosome 13 et le phénotype S? C'est à investiguer. Et pour finir, j'ai deux tumeurs pour lesquelles j'ai les lignées cellulaires correspondantes, donc qui proviennent du même patient, indiquées ici par le code couleur. Je me suis intéressée d'abord à la première tumeur, donc je vous l'ai déjà montré. On a un phénotype qui appartient au sous-clone 3 qui est plus sarcomatoïde ici. Et j'ai reconstruit aussi l'évolution clonale de la lignée. Donc déjà, j'ai vu que j'avais 97% des cellules de la lignée qui appartiennent au sous-clone 2, le même sous-clone que la tumeur. Et j'ai vu que j'avais 3% de cellules qui appartiennent au sous-clone rouge. Donc déjà, les différents sous-clones de la tumeur sont maintenus dans la lignée cellulaire. Et ce que j'ai pu observer dans un deuxième temps, c'est que les 3% de cellules ici qui appartiennent au sous-clone, qui ont perdu le chromosome 13, sont plus sarcomatoïdes que les autres cellules. Donc ici, on a le phénotype dans la lignée qui matche avec le phénotype du sous-clone correspondant dans la tumeur. Et pour le deuxième exemple, j'ai fait pareil, j'ai reconstruit l'évolution clonale de ma tumeur et de ma lignée. Et j'ai vu que 100% des cellules de la lignée appartenaient ici à un autre sous-clone, un sous-clone privé, qui a perdu le chromosome 13. Mais vous voyez que j'ai deux sous-clones différents qui ont perdu le chromosome 13. Et alors pourquoi? Parce que ici, je vous montre, on est sur le chromosome 13 de la lignée, je représente la BAF, donc chaque point c'est un SNP, et j'ai colorié chaque point en fonction de son statut perdu ou présent. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre à l'hélice ici, la lignée a perdu le chromosome 13, et quand je regarde dans la tumeur, et là je vois que c'est l'autre chromosome 13 qui a été perdu entre la lignée et la tumeur. Donc finalement, ici, on a deux événements indépendants de perte du chromosome 13. Et quand je le regarde ensuite, quand je fais le lien avec le phénotype, ici, dans la tumeur, les cellules qui appartenaient à ce sous-clone 3 sont plus sarcomatoïdes, et dans la lignée, l'ensemble des cellules du sous-clone 4 sont complètement sarcomatoïdes. Donc ici, on a un exemple de convergence évolutive avec deux événements indépendants de perte du chromosome 13 qui vont mener au même phénotype d'être plus sarcomatoïdes. Donc, pour conclure, à l'échelle de la cellule unique, on a défini quatre types cellulaires, les types purs épithéloïdes, purs sarcomatoïdes, les types intermédiaires et non engagés. Donc là, il sera important de se rapprocher des anapathes, notamment pour relire les lames et voir ce qui se passe de manière visuelle. La prochaine étape, ça serait de faire, on aimerait bien faire de la spatiale transcriptomique, donc pour faire le lien avec les phénotypes au niveau de l'architecture spatiale, de faire le lien aussi avec l'évolution clonale. Et enfin, il faut continuer à essayer d'investiguer le possible mécanisme entre la perte de ce chromosome 13 et le phénotype plus sarcomatoïde. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai une question vraiment par rapport au il y a pas une hétérogénéité Euh, alors, dans les lignées, on a très peu d'hétérogénéité finalement. J'ai vraiment des types extrêmement purs. Bah, non, pas vraiment. On s'est posé cette question de base. Justement, l'hypothèse de ma thèse, c'était, on s'était dit, dans les lignées intermédiaires, on aurait un mélange de cellules pureux et pures. On voulait les remettre en culture, voir ce que ça donne. Mais en fait, vraiment, on a l'hétérogénéité, ouais, elle est quasi nulle. on a fait le passage. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le projet en fait, c'est vraiment utiliser les lignées pour pouvoir isoler, mieux caractériser. On va arrêter là, donc on va